Salut à tous, c'est Greg, en direct de mon balcon. Alors ce soir, je me prépare, je vais aller à une soirée qui s'appelle la 3D Thursday. Ce soir, Olivier a fait venir un artiste qui s'appelle Pierre-Abraham Rocha, qui est un brillant illustrateur 2D, 3D. Il travaille assez régulièrement avec Blender, sauf erreur. Il va nous parler un petit peu de son workflow habituel au quotidien et donc de quelle manière il s'y prend pour assurer les mandats qu'il délivre à ses clients. Donc c'est une soirée que j'ai décidé de filmer pour vous ce soir, qui devrait durer, je pense, environ 1 heure de temps et qui permettra de vous rendre un petit peu plus compte des méthodes utilisées au quotidien dans ce métier d'artiste 2D, 3D. Voilà. Parler de Blender et puis de ce qu'on peut faire avec, et puis aussi d'illustration, donc pas forcément que de Blender. En l'occurrence, vous êtes pas tout le monde utilise ce programme en plus. Enfin, qui c'est qui utilise Blender? Quand même une majorité. Ah ouais. Bon, après de toute façon, moi je vais plutôt parler de principes un peu généraux, donc même si je montre des exemples dans Blender, ça sera un peu pour illustrer des principes, donc ça peut s'appliquer à d'autres programmes, je pense. Je vais peut-être déjà me présenter pour que vous sachiez un peu. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être regardé dans le lien de Meetup, il y avait mon portfolio. Donc en gros, je travaille depuis un moment dans l'illustration. J'ai fait d'autres choses, j'ai fait pas mal de web design. Donc je travaille depuis 10 ans en freelance. J'ai fait longtemps 50% de web design, de design d'interface. Et puis j'ai toujours fait, enfin toujours, ça fait longtemps que je fais de l'illustration. Disons pour des mandats commerciaux, ça fait une dizaine d'années. Mais j'ai beaucoup fait de dessin aussi avant. Donc là, voilà, je présente je présente pas tout ce que j'ai fait, c'est une sélection bien sûr. C'est un peu les derniers projets que j'ai pu faire. Une partie sont faits avec Blender, d'autres non, et puis d'autres secrètement faits avec Blender. Par exemple là, il y a Blender qui est intervenu dans le processus. Je pourrais en parler peut-être après. Donc voilà, donc j'ai eu, ouais, j'ai fait une formation, non, au gymnase j'avais fait des maths. Ça m'a permis plus tard de faire un peu de la programmation, des trucs assez techniques. Et puis je pense que ça me rend service pour tout ce qui est 3D justement, parce qu'il y a quand même une bonne partie un peu proche, c'est pas de la programmation, mais enfin ça peut l'être, mais c'est quand même lié à des choses assez techniques. Donc je trouve que, enfin j'aime bien mêler en fait un côté artistique avec ce côté technique. Et puis dans la 3D je trouve que c'est vraiment, c'est un outil où on peut utiliser les deux pour s'amuser, enfin à bon escient. Alors voilà, donc ouais, par rapport à mon profil, j'ai fait une école d'art, donc l'école d'art de Lausanne il y a 10 ans. Et puis depuis j'ai fait plein de projets en freelance, voilà. Alors, donc le titre de la conférence c'était la 3D et l'illustration, pour l'illustration. Donc l'idée c'est de... moi je vais pas mal parler de... Je vais peut-être montrer des illustrations que j'ai pu faire avec Blender, mais beaucoup parler de ce qui se passe avant d'aller dans Blender en fait. Parce que j'ai tendance à utiliser des... là si on regarde par exemple celle-là en l'occurrence, c'est des techniques assez simples, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on peut voir vraiment dans les tutos ultra poussés. Enfin, déjà à cette époque-là j'avais pas le niveau pour faire des choses ultra poussées au niveau technique, donc le gros du travail là il était fait vraiment en amont, sur le dessin, sur la composition, sur des choses moins vraiment liées au programme lui-même, quoi. Donc je vais pas mal parler de ça, parce que, pour moi c'est quand même ça qui est important pour construire une image. Et puis je vais quand même après parler de Blender pour pas me faire chasser. Dans un deuxième temps, ou puis aussi avec des exemples au fur et à mesure. Alors, je vais parler pas mal du processus de création de mes illustrations en général, autant pour des illustrations disons personnelles que pour des mandats.
parce que pour moi, c'est pas, on est d'accord, c'est pas la même chose, mais le processus lui-même, on crée chaque fois une image qui doit fonctionner, donc c'est un peu la même chose. Après, ouais, j'ai une série d'illustrations. Je pourrais montrer un peu les techniques que j'ai peut-être utilisées en lien avec le processus. Et puis, troisième point, ouais, la 3D pour le dessin 2D. Alors c'est parti. Ok. Alors c'est là le chapitre vraiment central. Pour moi, c'est vraiment c'est ça. Donc j'ai essayé je vais pas dire que c'est comme ça qu'il faut construire une illustration. C'est plus ma façon de fonctionner. Après, je pense que bon, il y a des choses que tout le monde sûrement utilise, puis peut-être d'autres ont des autres méthodologies. Mais la seule chose dont je peux parler, c'est ce que je réalise. Donc en fait, je vais parler de comment je procède pour réaliser ces illustrations. Donc brièvement, ouais, j'ai décomposé ça en 5 phases. Il manque peut-être une 6e phase qui serait peut-être le post-processing, mais bon, c'est dans la réalisation quelque part. Donc ça commence toujours par un concept. Donc enfin, je vais revenir sur chaque point bien sûr en détail. Documentation pour amener nourrir l'image, avoir les bonnes références. J'ai toujours aussi je passe pas mal de temps à chercher la bonne inspiration à chaque fois. Même si je retombe souvent sur les mêmes sources d'inspiration, je prends quand même du temps pour voir un peu qu'est-ce qui convient à chaque illustration à chaque fois. Ensuite, l'esquisse qui me paraît vraiment capitale, c'est la phase d'esquisse. La phase capitale, c'est la composition et l'esquisse, ouais. C'est un peu là, selon moi, que le gros se joue. Et ensuite, donc là, en fait, jusqu'à maintenant, là, les 4 premières phases, ça se passe pas dans Blender. Et c'est que à la 5e phase que j'ouvre le programme 3D. Donc il y a tout un travail qui est fait vraiment avant. Ouais. Ok, alors. Donc le premier point pour la phase de conception, c'est vraiment la phase de concept. Donc en gros, chaque illustration a soit c'est une demande d'un client, soit c'est un projet personnel. Dans tous les cas, il y a une intention, il y a un but ou je dirais même quelque chose à communiquer. Même si c'est un pur délire personnel, il y a quand même une idée qu'on a envie de transmettre. C'est peut-être pas tout le temps clair. Si c'est dans le cas d'un projet personnel, c'est peut-être pas très clair, mais je pense justement c'est ça qui est intéressant, c'est de réussir à clarifier cette intention, ce qu'on veut vraiment communiquer. Par exemple, à l'école, j'étais dans une section qui s'appelle communication visuelle. Ils n'ont pas appelé ça graphisme ou quoi que ce soit, c'est vraiment communication visuelle. Donc je pense que c'est assez bien nommé. C'est de se dire que quand on fait une image, on est en train d'une façon ou d'une autre de communiquer. On fait pas juste une image, il n'y a pas que l'aspect technique, il y a vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on dit. On le dit pas avec des paroles, ça c'est sûr, mais on communique quand même une idée, un concept. Ça peut être des fois vague, ça peut être quelque chose de précis, ça peut être un plan, donc vraiment des données techniques, mais il y a chaque fois quelque part une sorte de message qui n'est pas forcément exprimable en texte ou comme ça, mais il y a quand même vraiment cette idée qu'il faut clarifier avant de commencer. Donc dans le cas par exemple d'un travail pour un client, c'est une phase vachement importante de vraiment poser les bonnes questions, d'écouter ce que le client cherche. Puis pas partir justement dans la mauvaise direction à ce moment-là, parce que en une question on s'évite peut-être de recommencer le projet à la 5e phase. Donc en gros c'est vachement important.
Donc ouais, c'est aussi là on va pouvoir un peu sentir quel style on va devoir utiliser, quel ton aussi va être utilisé dans l'image. Peut-être même aussi c'est là où on se dit bah tiens ce sera de la 3D ou pas. Peut-être que ce sera pas de la 3D. Bon en l'occurrence si le client vient pour une image 3D, il y a des chances qu'il savait ce qu'il voulait, mais bon peut-être des fois il faut le rediriger, lui dire bah là c'est peut-être pas le bon ton, faut trouver autre chose. Donc c'est vraiment de là que toute la suite va pouvoir découler. Donc là c'est vrai que c'est peut-être pas mal de réussir à exprimer quand même par des mots ou le plus clairement possible en fait l'intention de base, donc peut-être par une phrase ou un pitch, ou quelque chose du style, ouais. Vraiment réussir à synthétiser l'idée qui va devoir être communiquée de façon très claire avant de passer à la suite. Alors, documentation. Donc là, une fois qu'on est clair sur ce qu'on cherche à communiquer, il faut documenter. Donc ça veut dire quelque part nourrir en fait, enrichir l'univers visuel qui va permettre de créer l'illustration. Donc là, les sources peuvent être vachement diverses. Ça peut être soit des données fournies par un client, si c'est une carte. Dans le cas d'un projet par exemple personnel, j'aime bien faire des paysages. Donc souvent c'est des promenades que j'ai fait, des balades à vélo, puis je fais plein de photos. Puis c'est ça le point de départ qui va me donner vraiment les infos, enfin la documentation. Aussi même le ressenti, tout d'un coup, je sais pas, je fais une balade en hiver, il fait vachement froid, ça nourrit aussi ça nourrit l'image. Si je fais un truc sur un pays que je ne suis jamais allé, un pays, je sais pas, je suis jamais allé en Afrique par exemple, si je fais une image sur l'Afrique, je pense que ce sera moins crédible que si je fais des sapins dans la neige. Donc autant ça peut être des sources d'expérience personnelle, photos. Bon, internet aussi, j'utilise quand même beaucoup internet. Par exemple là j'ai dû faire ça c'était pour une affiche avec des skieurs, ski de fond, un concours. Donc là bon je suis pas allé faire des photos moi-même, mais bon je fais du ski de fond donc ça peut aider. Mais là ça vient d'internet. Et puis ce côté là, donc là du dessin, ouais sur le dessin il y a pas mal à dire je pense. Pour tout ce qui est création d'image, ça me paraît un outil quand même vachement puissant. Donc là c'est du dessin d'observation dans les petits exemples. Donc le dessin d'observation pour moi c'est assez fondamental. Ça dépend peut-être quelle illustration on va faire bien sûr, mais disons pour le travail que je fais ça me paraît vraiment utile. C'est peut-être une documentation à plus longue, comment dire, plus large échelle. Ça veut dire que le dessin, typiquement j'en fais depuis longtemps, donc ça permet au fur et à mesure d'apprendre à l'œil ou à notre esprit, enfin ça enrichit notre culture visuelle en fait de ce qu'on va vouloir représenter. Parce que en dessinant on est obligé d'observer vraiment attentivement ce qu'on voit. Chose qu'on fera pas d'une autre façon. Même quand on fait une photo, c'est plus rapide, donc on ne reste pas peut-être 20 minutes devant un champignon à regarder comment les lamelles se découpent. Bon là c'était pas 20 minutes, c'était une esquisse assez rapide, j'entends, mais on passe quand même du temps pour vraiment bien observer. Peut-être un photographe le fera aussi, mais ça sera quand même moins long. Donc il y a vraiment ce moment qu'on passe en regardant l'élément qui va s'enregistrer quelque part, qui va s'enregistrer dans notre tête, et puis ça, au moment où par exemple on fera un champignon en 3D par la suite, on aura ces références en tête. Donc ouais, je dessine, c'est souvent des dessins assez rapides, mais en l'occurrence la plupart des illustrations, je passe un moment pour faire des dessins avant, pour me familiariser aussi avec le sujet, et puis un peu saisir le sujet justement, et ça me permet souvent de comprendre où sont les ça c'était du dessin d'observation
d'après modèle. Intéressant aussi. Ça permet vraiment de saisir où sont les textures, qu'est-ce qui peut être intéressant à représenter ensuite dans l'illustration finale. Et c'est des choix qui sont déjà pris en fait. Ouais, voilà, ouais. Des choix de ce qu'on va représenter. Ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Bah, c'est vrai qu'au moment où on observe, on se dit, ah bah tiens, c'est là, enfin, peut-être les choix de composition, ils doivent de toute façon être faits au moment où on crée le dessin. Donc, bon, en l'occurrence, ça c'est pas un dessin qui était prévu ensuite pour faire une image plus aboutie. J'étais sur place, j'ai fait ce dessin, et puis voilà, mais dans d'autres cas, je passe quand même par le dessin avant d'aller plus en avant dans la couleur, etc. Ensuite, je passe souvent pas mal de temps, peut-être un peu moins, mais à tout le temps trouver des sources d'inspiration pour, peut-être pas pour copier, mais enfin, je veux dire, voilà, on réinvente jamais tout. Donc, on est tout le temps en train de rebondir sur ce qui se fait, je trouve. Enfin, il me semble. Donc, j'ai l'habitude de vraiment, pour chaque illustration, je me dis, tiens, ok, bon, des fois ça colle au style que j'ai déjà fait, donc je vais plus ou moins dans les mêmes styles, mais je passe quand même du temps à aller dans les dossiers, des dossiers que j'ai pour trouver les images vraiment qui me disent, ah tiens, c'est un peu ça que j'ai envie de... Enfin, je vais pas la copier, mais c'est de ça que j'ai envie de m'inspirer. Donc, je passe aussi pas mal de temps à réunir en permanence des... Voilà, c'est par exemple mes dossiers d'inspiration, j'ai plein de dossiers que je remplis en permanence quand je trouve un artiste qui m'intéresse vraiment, avec tout plein d'images. Et puis ça, au moment où justement je dois, avant de passer à la phase de création, ça m'aide vachement à pas rester bloqué sur la page blanche. Est-ce que les clients te demandent des fois un style ou connaissent ton style et que tu proposes, ou est-ce qu'il y a les inspirations, est-ce qu'il... tu parlais de 3D ou de dessin ou de choses, mais tu as plusieurs, tu as un style mais aussi des sous-styles, des variantes. Est-ce qu'ils ont des oui, des non, des demandes, ils font confiance? C'est vrai que souvent, disons, les gens qui ont vu des choses que j'ai fait, ils vont vouloir plus ou moins la même chose. Donc c'est même justement assez rare que quelqu'un arrive avec une idée de se dire, tiens, il peut faire quelque chose de neuf. Okay. Ça veut dire qu'il aura plutôt envie d'avoir la même chose adaptée à son projet. Mais après, ce qui est intéressant quand même, c'est à titre personnel d'essayer d'évoluer ou d'évoluer un peu le style, en fait, pas de refaire la même chose que ce que j'ai déjà fait. Donc c'est pour ça que j'essaie aussi en permanence de trouver des inspirations autres pour évoluer. Et en l'occurrence des fois pour être justement plus juste avec le ton. Tu connais ArtStation aussi? Ou ArtStation, ouais, attends. Il y a une chaîne de dessin vidéo. Ouais. C'est vrai qu'il y a les meilleurs qui sont sur ArtStation. C'est une sorte de réseau social, non? Ouais, c'est des pros, il y a plein de pros. C'est anciennement Sigito. Ah ouais, voilà, Sigito, quoi. Ouais. Ça, je crois. T'as pas une page sur ArtStation? Non. Tu peux te mettre, hein. On va te faire des sites. Ok, des portfolios. Ah ouais, d'accord. Je pense que ça vaut la peine. Comme sur Behance. Ouais. Avant, il y avait CG Tag, mais ils sont en train de baisser. Ah, ça devient trop complexe. Ouais. Le 2D, 3D. C'est pas mal, quoi. Ok. L'inspiration. C'est vraiment des méga bêtes. Tous les types qui bossent dans les gros studios. Ouais, tous les types, même Beta, ils ont leur propre truc sur la station. Tu vois comme ils ont fait tous les trucs du Seigneur des Anneaux. Franchement. Ouais, ça c'est top. Donc ensuite, ouais là peut-être je peux vous montrer concrètement, bon je sais pas si c'est des détails, mais comment je procède ensuite pour que ça fonctionne au niveau de l'inspiration, de la motivation. Qu'est-ce que je cherchais alors, tac. Avec l'exemple d'une illustration. Donc une fois que j'ai un peu réuni ces images, donc je bosse pas mal sous Photoshop.
Donc je pars avec un monstre fichier, puis je viens vraiment importer en fait tout ce que j'ai pu trouver comme source d'inspiration et la documentation en même temps. Donc là c'était justement pour une affiche, c'était la compétition de ski de fond là. Donc je fais vraiment un gros fichier où je balance tout, pour avoir vraiment tout à disposition sous la main et sous l'œil. Pas devoir ouvrir des fichiers en permanence pour que ce soit accessible en une fraction de seconde. Je faisais pas ça avant et je trouve ça vachement efficace. C'est-à-dire qu'une fois dans Photoshop, donc j'utilise, je sais pas si... Hop, je mets en plein écran. Puis on peut donc se déplacer, bon, je pense que vous connaissez, mais... On a vraiment une sorte d'océan de pixels et puis... avec tout un... Enfin, c'est l'idée de créer une sorte d'univers visuel d'où va presque naître automatiquement l'illustration. Où c'est hyper intuitif d'aller chercher la documentation qui est là, puis l'inspiration qui est là, et faire des allers-retours comme ça de façon très rapide et intuitive. Ce qui est le fond, c'est quoi l'illustration? C'est laquelle? Elle n'est pas sur mon site. C'est étonnant d'utiliser Photoshop quand j'aurais pu utiliser Illustrator pour ce genre de pêle-mêle en dehors du cadre. Ah, C'est toujours la bataille Photoshop. Non, parce que dans Photoshop, tu vas être contraint par la quantité de pixels. Et puis, ton canevas de base est grand, plus il est lourd à gérer. Dans Illustrator, tu as juste ton carré où tu travailles et tu peux tout mettre autour. ouais. Enfin, je sais pas, après c'est une des manières de Bon, si tu aplatis ton image au fur et à mesure, ça, oui. ça va, ouais. Tu peux faire des fichiers de 10 000 pixels. Ouais. Puis quand tu as besoin de la haute résolution, après bah, tu vires tout le reste, puis tu recadres. Ouais. Donc, Parce que après, tu ça commences joue. aussi directement dans Photoshop aussi à faire 2-3 esquisses Ouais, voilà, exactement, de compos. ouais. Du coup, Ouais. là, vaut la peine d'être directement Ah oui. dedans. Oui, voilà, parce qu'en vrai, je travaille en pixels, ouais. Ah oui, ok. Parce que justement, alors l'étape d'après, c'est la phase, disons, d'esquisse. Donc à partir de là, donc dans ce gros fichier, une technique que j'utilise maintenant, c'est de... Donc là, je savais que c'était un format vertical, donc je me dis, tiens, je fais une sorte de template avec tout plein de petites affiches qui vont permettre très rapidement de lancer des idées librement, sans être bloqué par comme on dit, le syndrome de la page blanche. Si je pars sur un fichier tout blanc, c'est l'angoisse, puis je sais pas quoi faire. Alors là, je me dis, ben voilà, c'est pas bien méchant, je balance des traits, un peu n'importe quoi au début. Un peu diversion, quoi. Ouais, voilà, mais très rapidement. Mhm. Et du coup, je trouve que ça marche assez bien pour évoluer, parce que si on est sur une page blanche, le moindre trait peut être un événement, alors que là, c'est rien. Et au moment où il y a le premier trait qui est posé, on peut rebondir dessus, c'est-à-dire on se dit, ah tiens, bah non, ce trait, je sais pas, il est là en haut, non, tout de suite ça va pas. Donc à partir du premier trait, on fait une itération qui mène à la suivante naturellement. Donc cette technique des onglets, pour moi en tout cas, ça a été assez efficace pour pouvoir chercher des idées rapidement. J'ai pas ce sentiment d'être bloqué. Ouais. Au niveau des outils, alors là, je travaille avec une tablette graphique, tablette écran. Bon, je travaille aussi des fois dans les sketchbooks pour cette phase, ouais. Mais bon, l'avantage après avec Photoshop, c'est que tu peux tout de suite amener de la couleur. Bah là, typiquement, c'est l'évolution. Bon, ça c'est pas le vrai fichier en l'occurrence. C'était plutôt celui-là, mais une fois que je suis plus ou moins satisfait avec certaines compositions au crayon, j'essaye directement avec des masses de couleurs pour voir vraiment ce que ça donne. Ça de nouveau c'est fait dans Photoshop. Donc en gros j'essaie vraiment d'avoir l'illustration la plus aboutie à ce stade avant de passer dans la 3D. Parce qu'il y a quelque chose avec le dessin, c'est que par rapport à un logiciel 3D, c'est vraiment cette connexion directe entre le cerveau et la main. Donc pour réfléchir à une image dans un logiciel 3D, je trouve ça quand même vachement dur. Enfin, il y a des choses qu'on arrivera bien à faire pour concevoir des espaces complexes, construire une architecture, mais
pour composer une image, une affiche, ou enfin vraiment l'image elle-même, il me semble que c'est par le dessin où c'est le plus simple. On perd ce lien avec justement le côté technique de la 3D, tous ces outils, toutes ces manipulations à faire. Pour faire une zone blanche avec des techniques de dessin, surtout sur Photoshop, c'est 2 coups de pinceau. Sur Blender, il me faudra 2 heures. Donc rien que pour réfléchir à ça, je le ferai même pas en fait naturellement parce que je sais inconsciemment que c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que j'aime définir le plus de choses à ce niveau-là. Cette phase, elle peut prendre combien de temps là, des premières esquisses jusqu'au moment où tu es à peu près satisfait? Tu les fais d'une traite ou tu as tendance à t'arrêter, travailler sur un autre projet, revenir, etc. Alors ouais, c'est très variable, mais c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps. Ouais. Je peux peut-être montrer un autre exemple. Il y a peut-être les dates là des JPEG. Ah. Tu veux pas nous dire que c'est un mois, c'est ça? Par exemple celui-là, là c'était une affiche, mais je peux vous montrer le résultat. Pour une fête au parc Jura-Vaudois, c'était pour annoncer une sorte de cortège démentiel. Bon, au final il n'y avait pas grand monde parce qu'il pleuvait. Bon, c'est pas de la 3D le résultat, mais disons le principe de composition. Je pourrais faire cette image en 3D moyennant 2 mois de modélisation. Mais disons les principes de base de composition, etc. Pour moi c'est les mêmes. Donc là j'ai plutôt travaillé dans un sketchbook, mais de nouveau avec ce système d'onglets, plein de petits onglets assez très rapidement jetés. Plus sur le côté là, donc des recherches à partir de documentation. Là c'est aussi des choses que je dessine directement comme ça. Donc commencer à créer cet univers visuel, voir un peu quel personnage peut être présent, puis surtout quelle composition peut fonctionner par rapport à l'idée que j'ai développée dans la phase de concept justement. En discutant avec le client, en réfléchissant à ce qu'on veut communiquer. Donc c'est vrai que dans cette phase esquisse, ce qui est vachement important, c'est aussi tout le temps penser à ce qu'on veut dire, ce qui doit ressortir de l'image. Et puis c'est à ce moment-là où on peut justement éviter de déraper et puis partir dans un truc qui colle plus à ce qu'on voulait dire au départ, ou ce que le client attend, ou l'émotion de base. Donc là en gros, en même temps je réunissais justement des fichiers d'inspiration pour le style. Et puis je continue à faire des recherches de forme, de composition. Et ça, tu le gardes pour toi ou tu l'envoies au client? Non, alors là en l'occurrence pour le client, j'ai montré que cette première phase-là. Okay. Je me suis dit tiens, j'ai choisi cette composition. Après là, j'ai cherché l'inspiration pour les couleurs. Et puis j'ai proposé cette version. Puis en l'occurrence, justement, lui, il manquait un truc pour ce qu'il voulait communiquer. Il voulait qu'on voie la tente, la tonnelle qu'on a vue dans l'autre, l'illustration finale. Il voulait justement que le cortège amène à cette tonnelle. La dent de Vaulion sur le côté. Ah ouais, la dent de Vaulion, ouais. Même si on a fait un client, ils n'arrêtaient pas de dire... Il faut la dent de Vaulion, ouais. Toute image. Donc là, je suis reparti sur d'autres esquisses. Et puis là, ça commence à se préciser. Puis je me dis, tiens, là, ça commence à être ça. Puis c'est marrant parce qu'une fois que j'ai eu cette image-là, en fait, quand on regarde l'image définitive, on est vachement proche. Donc, quelque part, une énorme partie du travail est déjà posée là. Alors que c'est juste dans un sketchbook avec un crayon et un pinceau. Donc, ça serait la même chose avec la 3D. Ensuite, je suis passé là à la phase de test de couleur, voir ce que ça peut donner au niveau de la composition. Et puis après, j'ai fait le dessin précis. Ouais, ça c'est clair. Là, de nouveau en fichier où je mets tout. Je dessine vraiment sur la surface avec en même temps des images d'inspiration. Tout est vraiment au même endroit. Dessin, couleur. Puis voilà la version finale, ouais. Ok.
Ouais, ça peut arriver, ouais. Ouais, tu mets en produit, enfin dans Photoshop bien sûr. Ouais. Même assez souvent, ouais. Ok. Esquisse. Peut-être, bon, je vais pas faire une conférence sur la composition de l'image, c'est plus la 3D, mais peut-être quand même les choses qui me paraissaient vachement... dans la phase esquisse, c'est un peu là où justement on compose l'image. Bah après c'est sûr que des fois quand on passe dans la 3D on se dit ah tiens je change l'angle de caméra puis ça va changer la composition, mais j'ai souvent tendance à quand même définir beaucoup de choses dans l'esquisse. Et puis ça c'est des règles que j'applique, pas de façon... c'est bien intuitif à la longue, mais quand même il y a toujours ces règles à l'esprit. Presque un peu comme dans un storyboard avant de filmer. Puisque c'est à ce moment-là que tu définis le cadrage du perso. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Et puis après, au moment du tournage, tu dis bon, bah, avec la lumière que j'ai là, ça serait quand même mieux de le voir mieux, etc. Ou de le faire plus insistant, mais tu le définis déjà rien que dans le dessin, dans le storyboard. Finalement, c'est. Ouais, c'est juste, c'est un peu comme si tu fais un film, ouais. En général, quand on voit les storyboards des films, tu dis ah tiens, mais c'est la scène qui a été dessinée. En fait, c'est le contraire. Ouais. Donc, je sais pas si vous connaissez ça, je pense que vous connaissez. Du tout. Ah, jamais entendu parler. Tu dis du tout, c'est vrai. Oui, non, je connais que de nom. Ah, d'accord. Je vois l'image, le cadre, mais je sais pas c'est quoi les règles. Alors, la règle des tiers, donc ça, c'est vraiment une règle assez fondamentale, c'est de se dire que dans une image, c'est pas le centre qui est le plus intéressant pour une composition, c'est plutôt les lignes, c'est les lignes qui sont sur les tiers, verticaux et horizontaux. Ce qui donne en fait des points assez intéressants pour placer des éléments clés, ces 4 points. C'est les lignes de force. Voilà, et puis les points de force, points et lignes de force. Ça donc c'est vachement utilisé aussi pour la photo. Se dire plutôt que de mettre le sujet au centre, on le mettra sur ces lignes. Enfin, c'est pas après à appliquer vraiment à la lettre, mais c'est en général un bon point de départ. D'ailleurs, il y a des sous-multiples des tiers, tu peux encore rediviser, etc. Ah, alors après, je pense que c'est plus après... De la peinture, peut-être avec les grandes peintures, avec beaucoup de petites scènes. Exact, tu retrouves des sous-divisions des tiers. Ouais. Exact. Ouais, alors après c'est nombre d'or. Ça part dans. Ça... On peut partir loin. Ouais, ben la Joconde par exemple. Oui, alors revenez la semaine prochaine. Ouais. Voilà, on a fini. Bon, ça sera quelqu'un d'autre. Hein. Moi, j'ai plutôt tendance à y aller un peu librement. Quoi. Mais c'est marrant, moi j'ai plutôt appris qu'on met au centre le sujet. Bah, ça peut jouer, mais souvent c'est mieux de. Je dirais, faut plutôt partir sur l'histoire des tiers que le centre. Mais le centre, des fois, c'est l'idéal, bien sûr. Ouais. Ça dépend de quelle figure, en fait. Ouais, exactement, ouais. Ok. Si on a un seul sujet, il vaut mieux être au centre, quand même. Non, typiquement, les portraits, ils ouais. ne sont pas au centre. Ouais. Un portrait, il se fait sur les tiers. Les yeux, ils sont sur le point de force haut. Ah, ok, un portrait comme ça. Ouais, si tu mets les yeux en plein centre, ce sera mal cadré. C'est bizarre, ouais. Sauf si tu veux donner une impression de force, où il y a certaines impressions où tu as les yeux qui sont bien centrés. Ça peut ça peut mettre en valeur des choses par rapport à d'autres. Ça dépend de l'intention que tu as. Ouais, c'est sûr que c'est pas une règle absolue, c'est plutôt une sorte de truc, plus qu'un truc, mais un bon point de départ. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Transgresser, bien sûr. Il y a des. Mais un plan visage, c'est plutôt le centre. Non, ouais, ça dépend ce que tu communiques, mais il y a des directeurs de la photo dans certaines séries maintenant qui s'amusent à exprès transgresser les règles, comme par exemple la série là, avec le hacker, Mr. Robot, c'est totalement transgressé la plupart du temps. Bah, dans tous les cas, ouais, même si on veut transgresser une règle, comme par exemple la règle des tiers, en mettant le sujet en centre, c'est quand même intéressant de le connaître. Ouais. Bon, je conseille le marabout de la photographie pour ceux qui veulent aller plus loin. Ah ouais. Après, il y a... J'ai bien fini Amazon. Il faut aussi faire attention aux lignes directrices. Je vais vous montrer après des exemples, pour le moment c'est pas très clair. Mais dans une image, il y a forcément des alignements ou une ligne, je sais pas, ça peut être un mur qui crée une ligne vraiment entre sombre et clair. Donc que tu as mis au début, le champ, c'est... Ouais, voilà, exactement. Là, c'est presque un cas d'école. Ouais, mais je sais pas, on voit carrément les lignes. Ouais, j'ai fait justement des exemples où j'ai souligné après ces lignes, dans l'image dont tu parles.
Donc ces lignes, en fait, elles ont clairement tendance à diriger l'œil vers quelque chose, idéalement là où on veut diriger l'œil. C'est intéressant d'en être conscient. Pas amener l'œil là où on veut pas l'amener, quoi. À côté du sujet. Et ensuite, il faut faire aussi attention au rythme qu'on va créer dans notre image. Ça veut dire, si on a des répétitions, par exemple, de certains éléments, qu'il y ait une sorte de musicalité dans leur répétition, pas que ce soit trop statique. Ça, après, c'est plus du feeling. Mais de vraiment jouer avec les répétitions de façon un peu musicale. Une petite question justement, comment tu arrives à... Je connais pas trop les règles pour diriger l'œil, comme tu dis, sur un point de l'image ou... Ça dépend de chaque cas. Peut-être je peux montrer des exemples où j'ai juste... c'est aussi des images d'exemples. Composition. J'ai pris... par exemple là c'est une peinture. Typiquement, là on peut repérer des lignes dans l'alignement des éléments. Puis là, le tiers, ça marche pas. C'est quoi cette espèce de triangle rouge là? Ça, c'est la cape de la femme. Ok. C'est vrai qu'on dirait presque une sorte de... Oui, mais en fait, Ouais, c'est juste. Attends, mais c'est la couleur. Ouais, c'est la couleur originale de la peinture. Ouais. Du coup, là, on voit clairement le centre de l'image. On va dire c'est évident, c'est le loup, mais il aurait pu construire ça de façon à ce que ce soit pas aussi clair, en fait. Pour moi, ma première attraction, c'est la cape rouge. Ouais, parce que, alors en après, fait, tu c'est repères sûr. le danger par les symboles de couleur. Tu vas repérer d'abord le danger. Voilà, C'est bizarre parce que le danger, il viendrait plutôt du loup. C'est culturel, Ouais, la c'est couleur. Après, effectivement, là, il y a naturellement sorti biologiquement des cônes qui font qu'on voit spécifiquement le rouge en premier. Bon, moi j'ai été élevé chez les loups, donc j'ai moins peur des loups que de la femme, quoi. C'est un peu logique. Ouais, le monsieur qui monte du doigt. Hein. Après, c'est jamais mathématique, mais c'est vrai que je pense que l'œil il commence par le rouge, c'est vraiment ça attire l'œil à fond. Puis je pense qu'après, le cerveau reptilien, le regard il va suivre un peu les lignes, et puis en deuxième lecture, il va aller vers le loup, qui est en plus bien contrasté dans cette zone. Bon, il a l'air d'être vieux, donc il représente pas vraiment une menace, quoi. Ouais, mais bon, comme on dit, loup blessé. Non, il n'y a pas un truc. Là, c'est pas exactement. Ouais. Si on regarde les tiers, là, de nouveau, c'est le sujet, enfin le groupe est pas centré. Clairement pas, le loup non plus. Et puis bon, là, alors, on peut repérer peut-être aussi des rythmes dans la façon dont c'est placé. Bon, ça c'est difficile, je suis pas non plus un professionnel de la composition, quoi, mais ça sera du feeling, et puis que ce soit vraiment agréable au niveau de la musicalité de l'image. Alors là, une image assez connue. Là, il y a plein de lignes. L'œil, il a vraiment de quoi s'amuser. Il est dirigé en tous sens avec ses vagues. Si on regarde de nouveau les tiers, rien n'est vraiment au centre. L'endroit où sont les points de jonction des arêtes, c'est là où il y a les barques ou la vague. Ouais, tu dis cette zone-là? Non, les points d'intersection. Il y a la vague, puis en bas, les deux en bas, c'est des barques. Ouais. Enfin, ouais, presque la barque. Le mont Fuji derrière. Ouais, le mont Fuji, il est carrément placé, qui est quand même le point focal, je pense. Il est placé clairement sur le point. Hein. Ouais, dans cette image, il y a un peu tout. Il y a aussi les histoires de l'ombre d'or. C'est vraiment la totale, ouais. T'as même bougé des machins et tout, donc... Ouais, exactement. Ouais. Le meilleur truc, quoi. Ouais, alors c'est sûr. Ouais. Soit en bougeant des choses, si c'est une esquisse, disons, avancée, soit en faisant de nouveau une esquisse rapide. Ouais, c'est mieux là, c'est mieux là. Voilà, exactement. Ouais. C'est pas mal les cas. Chose qu'on aura quand même plus de difficultés à faire directement dans le logiciel 3D. Parce qu'il faudra des heures pour que tout se... tout dépend de l'illustration. Des fois, c'est peut-être mieux dans le logiciel 3D parce qu'on peut bouger un énorme groupe d'éléments d'un coup ou des choses comme ça. Mais... On a plein de parce qu'une fois, tu mettre 10 caméras, tu fais des rendus sur 10 caméras, tu vois de la meilleure. Ah ouais. Ouais, non, c'est clair. Par exemple, ça c'était la photo. Non, ça c'est l'exemple de Wikipédia pour le centre justement. Si on prend la première, on a centré le sujet, puis la deuxième elle est plus intéressante, indéniablement.
Bah là c'est des images que j'ai fait. J'ai pas mal utilisé, mais si j'ai pas non plus réfléchi, c'est dans le dessin que les lignes sont un peu apparues toutes seules. Et puis je savais que je voulais en fait mettre en avant ce château perché dans des champs un peu souples et moelleux. Et puis avoir ce château qui ressort. Donc là il est toutes les lignes mènent clairement vers le village. Ouais, clairement, qui sort un peu du sol. Donc, Voilà, ouais. De nouveau, je l'ai pas mis au centre. Et puis, ouais, au niveau de la répartition. Mais là, ça me fait penser à un autre sujet, c'est tout ce qui est système visuel. Pour avoir de la cohérence dans une illustration, c'est une bonne idée d'essayer de définir une sorte de grammaire avec peu d'éléments. Bah là, c'est typiquement le cas. J'ai les arbres, c'est des sphères et des cônes, donc tout le temps les mêmes. Enfin bon, on va dire c'est assez minimaliste, c'est pas nécessaire, mais l'avantage c'est que ça permet quand même d'avoir une atmosphère vraiment cohérente et une union dans l'ensemble de l'image si on a peu d'éléments qui se répètent. Donc après en fait en les plaçant comme je disais avant avec un rythme intéressant, par exemple là ils sont pas tout à fait alignés, il y a des petites variations aussi dans les couleurs. Donc on a de la répétition et puis des variations. un peu de chaos. Comme ça. Voilà, ouais. Un chaos réfléchi, disons. Ouais, ou un peu ressenti presque. C'est pas trop calculé. Donc c'est vraiment cette répétition plus variation qui va donner de la vie et du rythme. Dans celui-là aussi, bah là c'est clair qu'il y a très peu d'éléments. Bah, il y a de nouveau des lignes qui mènent là où on veut amener l'œil. C'était vraiment l'idée d'avoir ce chalet perdu dans ce grand espace blanc austère. En grammaire, c'est dire qu'il n'y a pas de cours. Même la fumée, elle est en arrête. Ouais, alors là c'est justement C'est un graphisme. c'est un peu le concept que j'avais au départ, c'était de me dire tiens, je voulais quelque chose de froid et d'un peu piquant. Ah ouais. Et puis du coup, le low poly. Même la fumée, elle est piquante. Ouais, bon, je la referai plus la même chose aujourd'hui, je crois. Brut, hein. Mais je voulais ce truc assez austère, d'où les angles partout. En fait, si on regarde même les ombres. Bon, l'avantage c'est que ça donne justement cette cohérence à l'image. Bon, là c'est radical, mais tout s'accorde parce que c'est des répétitions d'angles partout dans l'image. Donc il y a une cohérence d'ensemble. Donc c'est ce que je disais par peut-être cette grammaire, c'est de se dire, là ma grammaire c'est en fait d'avoir vraiment des pointes partout, et puis après je les place pour que ce soit harmonieux dans le champ visuel. Et je les déplace pour que le rythme me plaise. Enfin ça après c'est plus intuitif, ouais. L'autre avantage, disons, d'avoir des règles assez définies, donc on va se restreindre en fait dans ce qui va être nécessaire à réaliser, donc c'est aussi plus rapide pour faire l'illustration. Là, je peux peut-être montrer des exemples de systèmes. Enfin, j'aime bien en général développer un peu des systèmes pour construire l'illustration. Si on parle de la phase de réalisation. Je peux montrer des exemples, par exemple celle-là, ça j'ai fait récemment, c'était pour une carte de Noël, donc je voulais en même temps, j'avais pas non plus des mois, donc je voulais pas modéliser des millions d'éléments, donc j'ai utilisé beaucoup de fois les mêmes. L'escalier il est un peu pitché dans le sol, là. Gauche. Pardon? Gauche, à côté du tas de bois. Celui-là? Ouais. Ah, tu dis il est trop... Ouais, mais il y a de la neige, hein. Excuse. Bon, tu me dirais, il y a de la neige sur les marches aussi, ouais. Ouais, après, je ferai une version de 2. Qui respecte la physique. Il me faudra 2 mois pour le faire. On dirait un super décor de jeu surtout. Ouais. Un peu comme
Silicon Valley, je crois que ça s'appelle ce jeu. Ouais, c'est des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais, bah alors typiquement dans sources d'inspiration, il y avait... Non, c'est pas Silicon Valley, c'est... Monument de Valley. Ouais, voilà, Monument de Valley. Ah, Oui, 3D voilà. isométrique. Ouais. Alors là, bah, justement pour gagner du temps, enfin gagner du temps, c'est pas que gagner du temps aussi, c'est réussir à faire ça parce que j'aurais pas eu la motivation pour tout faire, modéliser chaque bâtiment. Mais là, tu valides. C'est quoi les phases de validation là, sans indiscrétion comme ça? Tu vas jusqu'où avant de recommencer à communiquer avec le client? Bon là, il n'y avait pas de client. D'accord, ok. Mais sur un cas comme ça, par exemple, tu esquisses, tu montres. Alors s'il y avait un client, là j'aurais plutôt fait d'abord une esquisse, ouais, avec Voilà. couleur. D'accord. Ah ben je peux peut-être alors vous montrer des autres cas où peut-être celui que je montrais avant. Voilà pour la fiche du ski. Bah, pour le client j'ai montré ça. Puis en fait, bon après j'ai enlevé la couleur des personnages, mais quelque part tout est là, ouais. Donc une fois que le client a validé ça, bah, je vais pas perdre de temps dans la modélisation pour rien. Parce que si je modélise le Ratrax, le motoneige et puis tous les bonhommes, puis ça joue pas au niveau du style, bah je recommence quoi. Mais là, typiquement, du fait d'avoir enlevé la couleur pour le final, comment il a compris ça, le client? T'as pu lui expliquer ça facile ou... Bah j'ai dit que je trouvais plus harmonieux, puis qu'en plus après avec la typo, ça allait mieux dans l'ambiance, ça surchargeait pas l'illustration, puis ils ont été ok, ouais. Ah, t'as mis une typo un peu style art déco là-dessus? Alors en fait c'est pas moi qui ai fait le graphisme après. Ah mais j'ai l'objet là, si jamais je peux vous montrer. S'ils ont fait ensuite en interne ça. Et ça prend combien de temps de A à Z, enfin, à peu près? Tu travailles toujours sur une illustration à la fois ou tu as aussi des fois des projets qui se contre... Bah, là j'ai de la peine à dire. Bah, les sapins je les avais en fait déjà modélisés pour une carte de Noël. J'étais assez content de la forme alors je les ai repris. Du coup il y a du temps que j'ai passé sur un autre projet pour ça, ouais. Mais c'est quand même plusieurs jours je pense, ouais. Même s'il n'y a pas d'animation. Donc si c'était animé, ben... Bah si vous voulez voir le résultat. C'était une affiche, puis là ils ont fait une brochure. Les personnages là, tu les refais en 3D ou tu fais plus des contours Alors là justement au début je me suis dit tiens je l'ai fait en fait en Photoshop au dessin. Puis au final comme ils sont assez loin, j'ai pu répéter. C'est un même personnage que j'ai déformé avec un squelette. Et c'était plus rapide en fait de les faire en 3D. Parce que du coup j'ai aussi il y a quand même des petits. Ils sont presque noirs mais pas tout à fait, donc il y a quand même des petites. Ça reste très froid finalement. Il y a des petites variations. Encore une fois. Pardon? Ça reste encore froid, encore une fois. Ouais alors bah c'est la neige hein. Oui mais on reste sur un thème. Ouais, c'est à nouveau de rester sur un thème froid. Ouais. Même dans les couleurs. Ouais. Bah alors là je voulais justement que disons la vie elle arrive plus par les personnages qui s'enchaînent comme c'est une sorte de farandole festive. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la forêt là? Il y a un feu de camp. Il faut une fondue, il se réchauffe. Alors ça mystère, ouais, c'est arrivé dans Blender. C'est des castors je crois. Bah oui, c'est un qui font. C'est Blender qui m'a mis de lumière et puis ben voilà, je sais pas. C'est une embuscade. Nébuleuse, embuscade. Ils invoquent un démon. Bah, je peux peut-être montrer différents exemples de l'étape entre l'esquisse et puis juste avant de passer en 3D. Là c'était une affiche que j'avais fait pour des moines, donc j'avais passé du temps à... J'avais passé pas mal de temps sur la face, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Bon la modélisation aussi quand même. J'ai passé du temps à rechercher la bonne forme. Et puis ensuite arriver sur un gabarit. Que j'ai pu après modéliser, donc c'est là où tout est clairement, enfin tout, pour le moins disons c'est défini. Ensuite je le modélise. Et puis après avec un rigging j'ai pu faire les poses pour différentes mises en scène.
Ah, pour l'illustration d'avant, l'illustration, donc celle-là, là. Bah, si je pars par exemple du départ, ça c'était le... Ça c'est l'endroit, j'étais passé justement à vélo, puis je voyais ce château, je me dis tiens cool, ce château sur une bosse avec des collines devant, on le voit peut-être pas très bien ici, mais c'est pas ma photo. Mais... Et donc c'était le point de départ. Ensuite donc je suis passé par l'esquisse. Bah là tout n'est pas clairement défini à ce niveau-là pour cette fois, mais là ça commence à se mettre en place clairement. Disons le... Bon là c'est vrai que ça a un petit peu évolué en 3D, mais disons on a déjà quand même le rythme, et puis par exemple ce petit bâtiment qui est là versus tout le village, donc la plupart est défini. Après je passe en 3D. Ah ben là justement dans la phase d'esquisse je teste un coup en format vertical, puis je me rends compte par rapport, en revenant à l'idée que j'avais, au sentiment que j'avais envie de transmettre, ça collait moins. Parce que je voulais vraiment ce calme en fait du premier plan avec cette sorte de douceur des champs, et je le retrouvais moins dans le format vertical. Donc c'est là où typiquement dans la phase d'esquisse on peut faire des choix de ce type sans y passer des plombes. Voilà. Ok. Bah alors, disons j'ai fait le tour de... Pour tout ce qui est le procédé, peut-être si je résume ce que j'ai dit, pause. Donc, ouais, donc il y a cette phase de concept qui est quand même capitale, parce que c'est là où on va vraiment se demander pourquoi on fait cette illustration, qu'est-ce qui va transparaître. Ensuite, vraiment nourrir notre univers visuel, autant par des photos, du dessin, ou enfin ce qu'on a à disposition, disons, aussi des textes, et aussi des informations, si c'est pour un mandat, un maximum de détails du client. L'inspiration pour pas réinventer la roue. Et toute la phase d'esquisse, donc où se passe énormément de choses selon moi, avec en permanence des allers-retours quand on fait cette esquisse à l'idée de base, au concept. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça marche? Donc c'est là où on fait beaucoup de choix et rapidement. Et puis c'est aussi là où on valide avec le client, s'il y a un client. Et ensuite réalisation, donc là de nouveau on se fait tout le temps aussi référence au concept, c'est-à-dire peut-être quand on fera un choix de couleur plus abouti ou d'éclairage, on va dire tiens mais est-ce que ça colle avec l'idée? On fait toujours ces allers-retours. Voilà, ok. Alors... maintenant je peux peut-être vous montrer des exemples un peu c'est peut-être plus... je vais ouvrir Blender. 54 minutes. Vous avez encore un peu de temps ou... Écoute, moi je devais aller rentrer, parce que j'ai ma mère qui est un peu malade, mais ça gêne pas, enfin... Ouais. Ah non. Continue seulement. Elle attendra. Tout est enregistré, fais gaffe. Ouais, mais tu sais, il faut être farfelu, quoi. Sinon les gens sont mères. Vous voulez faire une pause ou c'est peut-être c'est trop tard après hein? Moi la demi, ouais, alors ok. Je peux montrer différents exemples un peu de façon chaotique avec ces différents sujets qui sont abordés. Là c'est... j'avais parlé au début de la 3D pour la 2D. Donc là c'est un dessin que je vais faire, c'est un dessin historique dans un style très esquisse, dessin presque encre de Chine ou fusain. Bon, c'est du Photoshop. C'est pas du fusain. Puis je devais faire en fait ce bâtiment là, ces deux bâtiments qui n'existent plus vraiment sous cette forme. Donc en fait j'avais des documents. Je me suis dit tiens, la meilleure façon de me représenter cet espace de façon réaliste, parce qu'il voulait quand même quelque chose de réaliste, c'est d'utiliser la 3D.
Donc je suis parti de vue aérienne, disons ça c'est un nouveau bâtiment, avec plein de documents anciens. Et vue aérienne, je suis parti dans Blender pour définir justement les bâtiments eux-mêmes et puis surtout le point de vue. Donc là c'est vrai que c'est vachement pratique pour on reconstruit l'espace avec la pente aussi, parce qu'il y a cette pente qui est assez caractéristique pour ces chalets. Donc j'ai vraiment reproduit un maximum d'éléments un peu sans trop me poser dans un premier temps là. C'est un peu le processus inverse, c'est vrai que là je me posais pas tellement de questions de composition parce que c'est plutôt qu'il me manquait le sujet réaliste. Donc j'ai reconstitué, puis à partir de là j'ai pu faire différentes vues, et puis là j'ai choisi un point de vue comme si je me baladais avec un avion. Voilà. Bon, en l'occurrence il voulait une vue aérienne, et puis après j'ai pu faire le dessin. Ouais. Ouais, vraiment là pour poser les lignes de base on décalque, puis après avec des références photos pour tout ce qui est détail. Ça, en gros, là, le mandat, ça sert à quoi? C'est une parution dans un journal, c'est quoi? Là, c'est un gars qui fait des recherches historiques puis qui publie un bouquin sur une région. Et il veut plein d'illustrations de lieux dans leur version ancienne. T'aurais pas eu meilleur temps de utiliser relativement rapidement? Je sais pas, dans Blender, s'il y a un module de rendu entre sketch. Ouais, alors je peux montrer un autre exemple. Ouais, alors il y a ça justement. Le Sketch and Toon, là, enfin l'équivalent de Sketch and Toon de C4D, il y a... Comment il s'appelle? Freestyle. Freestyle, ouais. Je peux vous montrer. Alors ça c'est justement un mix entre 3D et dessin. Mais il y a une bonne partie qui est faite en 3D. Bon, tout ce qui est après détail et un peu texture au niveau du dessin, c'est fait à la main dans Photoshop. Mais tout ce qui est ligne principale de construction, ça c'est fait dans Blender. Bon, c'est un aller-retour des esquisses, de la modélisation. C'est possible d'appliquer des esquisses du coup faites la main sur un Blender? Disons, quand tu as une esquisse, tu es obligé de modéliser d'une façon ou d'une autre. L'esquisse ne va pas automatiquement se modéliser. Non, mais comme tu dis, de mettre des textures. Comme on a vu tout à l'heure, un peu natif en gris comme ça, on peut appliquer un dessin qu'on aurait fait Ouais, alors là justement je peux montrer texture entre guillemets qu'on a fait à la main. C'est-à-dire qu'on va demander à Blender de rendre des traits d'une façon qu'on va essayer de customiser avec l'outil Freestyle justement. Ouais, sinon après c'est refaire un UV et puis peindre tes UV à la main. Ça revient un peu. Ouais, c'est des méthodes aussi. Typiquement dans l'animation, c'est un des seuls moyens parce que tu vas projeter ta texture qui a été préalablement dessinée. Ouais. Par exemple, tu dessines les fenêtres du bâtiment, le bâtiment il est carré. Ça te permet de faire de l'animation du coup sans t'embêter, parce que si tu dois illustrer une animation, t'en as pour. Ouais, alors là on est d'accord, c'est sûr. Ouais. Par exemple là c'est le rendu de Blender. Et puis après je viens à la main rajouter tout ce qui est plus comment on appelle ça, organique, les petits détails, les petits sapins, enfin les petites branches. Les grilles de perspective d'Illustrator ou de Photoshop. Parce que c'est vachement rapide avec Blender. D'accord. Là je peux changer aussi d'angle de vue, virer des trucs, grossir je me dis tiens je veux des tuyaux plus gros, hop je change un rayon et puis tous mes traits sont refaits. Donc ça c'est hyper rapide, ouais. C'est la base ça? Ouais, ça c'est le rendu de Blender. Puis le résultat du coup on se rend même pas compte que c'est de la 3D. Je peux peut-être montrer rapidement, faire un petit aperçu. Ouais, exactement. Tu redessines dessus, c'est ça? Tu redessines carrément les bords et tout? Par endroit, mais pas si on regarde les tuyaux, je les ai pas redessinés en fait. J'ai rajouté des petits détails, par exemple dans ce genre de zone. De l'usure et tout ça. Ouais. Ou tout d'un coup une ombre ou un petit peu d'herbe là au bas des bâtiments, ce genre de trucs. Puis les fenêtres. Intéressant. Tu dis d'ajouter les détails? Non, d'avoir la base en sketch déjà, qui sort de Blender. Tu as juste quelques détails à remettre derrière. Ouais, c'est un gain de temps énorme. Surtout pour tout ce qui est changement. Ouais. Et puis aussi,
Là, dans ce cas-là, c'est quand même beaucoup plus simple, comme c'est quand même quelque chose d'assez technique, on est moins dans une composition, comme je parlais avant, peut-être d'une image. Enfin, il y a quand même de la composition, mais c'est plus la disposition des éléments qui est importante. Donc c'est vrai que là, l'outil 3D aide vachement. Ou tu composerais entre guillemets directement avec le 3D. Ouais, il y a quand même une esquisse de départ, mais après je passe là plus rapidement dans la 3D pour ce genre de situation. Ouais. Alors, donc, pour Blender, donc, je sais pas qui c'est qui a déjà utilisé Freestyle. Ouais. On est, je pense, plusieurs. Ah ouais, ok. C'est la nouvelle version, enfin nouvelle, je sais pas quand ils ont mis à jour. Mais... Donc, ouais, il faut l'activer. Tu dois l'activer dans les add-ons, ouais. Ah non, maintenant il est plus. Ouais, non, c'est juste. Ouais, c'est juste. C'est dans les options de rendu. Mais par contre, c'est un additif, donc tu peux utiliser Cycle ou le internal, ça va rendre le trait par-dessus. Puis du coup, c'est dans l'onglet Render Layer. Enfin, des Render Layers, il y a les options Freestyle. Non, tu peux faire tes aplats de couleurs en rendu et puis tes traits autour, par exemple. Donc faire un rendu vraiment cartoon. Ouais. Puis c'est vrai que maintenant, c'est vachement customisable. C'est scriptable et tout, quoi, en plus. Par exemple, là, j'ai juste mis un... Donc ça fonctionne par calque. Donc là, j'ai fait juste un calque de test. On peut tout paramétrer, en fait. Couleur, strokes. Strokes, donc c'est comme des traits de crayon. Enfin, voilà, ouais. La distance caméra et tout, ouais, tu peux tout paramétrer. L'épaisseur, après, puis sur chaque presque chaque propriété, on peut ajouter des modifiers, comment on dit en français ouais, modifieur. Modificateur. Ah, modificateur. Puis on peut en mettre plein. Enfin, après, il faut vraiment. Il faut voir le dico, là, je suis pas sûr. Ça m'a pris pas mal de temps à trouver le bon style que je cherchais. Ça m'a pris quand même pas mal d'heures. Bon, après, maintenant, je peux le réutiliser d'une illustration à l'autre. Donc ça, je vais pas aller dans le détail parce que c'est assez complexe. Il faut regarder des tutos. La documentation, elle est vachement bien faite sur ce point. Donc en ajoutant des modifieurs, bon là en l'occurrence il n'y a rien, mais pas mal aussi, tu peux télécharger sur des profils NPR, ah ok, ouais. Sur un blog, ils ont vraiment pas mal de trucs cool. Et puis, il y a déjà des presets avec comme si tu avais dessiné au stylo et tout. Ouais, ah cool, ouais. Là j'avais customisé quoi, a long stroke. Là on dirait que tu as de l'irrégularité sur le... On dirait qu'il vibre un peu le trait. Ouais, voilà, exactement. C'est a long stroke, ça veut dire que c'est du... là, je peux faire un rendu pour voir. Pour cette couche. C'est en fait l'évolution au fil du trait. Ça veut dire que dans un trait... Il n'est pas régulier, il y a de la pression, il n'est pas régulière. Voilà, puis surtout, il y a ce truc un peu plume où le début, il est peu appuyé, puis la fin aussi. Ouais. Donc ça, on l'a défini par cette courbe. Donc par ce modificateur. On a aussi un peu de bruit là pour faire ce côté un peu crayon. Ah, il est réussi celui-là. Et puis la calligraphie, je sais plus, il faut tester, mais ça donne ce côté plume, ouais. Ah, peut-être cette variation là, ouais. C'est de la variation d'épaisseur. Max thickness, ouais, ça doit être ça, influence. Puis on peut vraiment bien. Définit exactement où est le trait. Où est le trait? Ouais, parce que tu as modélisé un volume quand même. Tu peux dire de voir les faces cachées ou pas, tu peux le mentionner. Ça se passe ici en fait. Tu sélectionnes une arête, tu dis ça, je veux que ça soit sur freestyle. D'accord. Ouais, tu peux aussi faire ça, ouais. Mais là, en l'occurrence, je l'ai pas fait, j'ai plutôt utilisé ces options là. Silhouette, ça doit être le tour. Ok. Border, c'est les. est dessinée, on va dire. Ouais, voilà, il prend en compte la silhouette. Border, ça doit être tous les angles, sauf erreur. Contour. Ça c'est tout au test contour. Parce qu'une fois que tu as appris comment ça marche, la prochaine fois que tu dois le faire, tu te souviens plus. Bah oui. C'est vraiment le truc typique où il faut chaque fois tester. Ouais. Puis tu peux donner des trucs, par exemple la longueur, si ton trait fait plus que ça, tu le fais pas, ou tu peux le couper en plusieurs traits, tu vois. Ouais. Si ton arête elle est plus longue, tu peux aussi couper en 3 bouts. Parce que tu as envie de faire comme si tu étais fait en 3 coups de crayon. Enfin, tu as vraiment beaucoup surtout de... c'est infini. Tu peux les additionner à l'infini et tu peux avoir des mélanges de traits. Tu fais des conditions, des trucs. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est ce système de calque là. C'est-à-dire que
Je voulais dessous une sorte de léger... Là, pourquoi la partie concave, elle est sketchée en fait? Si tu veux, on te la... Je sais pas comment expliquer, sur la façade de la maison. Là? T'arrêtes concave. Non, là, c'est sur le toit. Ah, celle-là? Voilà, celle-là, ouais. Pourquoi celle-là? C'est peut-être contour ou crease, peut-être que j'en ai marqué un ou deux, mais je crois que ça, c'est peut-être contour, ça doit faire ça. Ou border. À vérifier lequel donne ça. Mais c'est vrai que tu peux... Ça, je pourrais décider de ne pas le vouloir, et puis c'est une de ces cases là qui va l'effacer. Tu peux aussi sélectionner les faces et puis dire choisir quel trait tu veux ouais. Qui te montre ou pas. S'il y a quelque chose, un trait qui apparaît pas mais que tu veux absolument l'avoir, tu peux le sélectionner et mettre marque sim. Ouais, ça c'est vachement pratique, ouais. Okay. Mais du coup, si tu dois aller partout, ça prend du temps. Hein. Comme tu finis en illustration, tu peux le gommer après surtout. Ouais, il y a aussi ça, ouais. Tu le gommes après, tu t'en fous, parce que le temps que tu mets à trouver le setup qui t'enlève le mauvais trait, tu le gommes dans Photoshop, ouais, tu t'embêtes pas. Donc voilà, donc on peut additionner autant de cales qu'on veut. Donc là, tu peux mettre tout la totale avec un trait rouge qui va tout couvrir. Non, le problème de ces trucs qu'on a vu, c'est quand tu commences à faire de l'animation, parce que ça commence à bouger des fois. Aussi. Ouais. Il commence à bouger d'une image à l'autre. Alors des fois ouais. c'est cool. Ouais. Puis des fois tu veux pas quoi. Surtout si ça vibrote, tu vois, sur le temps. Et ouais, alors là je suis pas sûr que ce setting il aille pour l'animation. Ah non, vas-y, ouais. Un des premiers tests que j'ai fait avec Freestyle, c'était en fait un turntable en fait d'une tête de Nyarlathotep. Et puis au début j'ai fait sur Cycle, puis après je me suis amusé à rendre le truc sur Freestyle. Et puis sur le maillage de base, en fait, j'ai une espèce de texture dans le style peinture à l'eau comme ça. Et puis par-dessus, j'ai mis un style avec un trait. Mais c'était bien avant cette version-là de Freestyle. Donc c'était un peu plus chaud à gérer, quoi. Mais le rendu, il est sympa. Puis il y a des mecs qui ont fait carrément des mangas et tout avec Freestyle, quoi. Ouais, c'est fou maintenant. C'est assez badass. Kit. Tac. Peut-être. Alors là, c'est. Une petite modélisation de quartier. Ouais, alors peut-être. Là, j'avais pas mal réfléchi. Bon, peut-être vous connaissez les techniques, ou je sais pas. J'ai dû trouver des idées pour pas devoir passer des mois. C'est OpenStreetMap ou bien qui. Non, là, j'ai fait à partir d'une vue satellite. Ah, ok. Ouais. Donc t'as fait à la main là. Il y a des petites voitures qui bougent et tout, c'était une grosse galère. C'était pour une carte en fait plus ou moins interactive et animée sur une grosse table tactile multitouch pour en fait repérer les stands là. Donc c'était à Milan pour l'UEFA. Enfin c'est pour un client d'ici mais qui bosse pour l'UEFA. Et puis bah là je peux peut-être montrer comment j'ai fait la ville. Ah parce qu'il y a les... Je sais où est-ce que c'est qu'il y a les... FIFA, UEFA, Mafia. Ça du coup ils ont récupéré la modée avec les animations et puis intégré dans autre chose. Alors après non, j'ai fait des rendus de l'animation. Ah mais j'ai perdu les fenêtres, c'est con, parce que j'avais mis des cheminées aussi. Ah non, elles sont où? Tout à droite en bas, ouais. Ah ouais. Ah, j'ai perdu mes cheminées. Ouais. Il y avait des milliers de cheminées, je voulais vous montrer. Bah alors là, avec un script, le placement ou... Non, alors j'ai quand même passé du temps. J'ai fait ça avec plutôt des courbes. Simplement. Ah bah là, on voit les éléments là, non? C'est peut-être les. Ah, ouais. J'ai fait un profil. J'ai fait en fait 5 profils de maison. Un comme ça, après un truc comme ça, plus ou moins. Enfin pour les toits plats, c'est pas plat. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Puis tu vas aller chercher aléatoirement dans des groupes ou des trucs comme ça. Bah après pour dessiner les bâtiments en fait j'ai fait j'ai tout fait avec des courbes là. Je sais pas si vous connaissez cette technique. Enfin oui, si vous utilisez Blender, je pense forcément. Peut-être si vous n'utilisez pas Blender. C'est quoi Blender? Pas forcément. Donc on dessine une courbe et puis on lui attribue un profil.
Un profil, ouais, en gros. Un extrude en fonction d'un rail, quoi. C'est un bevel, ou comment on appelle ça? Ouais. Ah, j'ai un petit problème de taille là. Donc en gros j'ai fait ça comme ça, j'avais ma vue d'avion, puis je cliquais rapidement. Tu rajoutes des points, ouais. Voilà. Avec contrôle-clic. Et puis de temps en temps je changeais de profil. C'est pas complètement exact au niveau des bâtiments, mais disons les quartiers, oui. Ça commence à devenir geek là, à cette étape. Puis après, je sais pas si je vais supporter. Je sais pas si vous connaissez le. Ben là c'est dommage parce que j'ai pas mes cheminées. Ah mais je peux vous montrer les rendus alors. Voilà, il y a toutes ces petites cheminées. Je me dis tiens mais comment. Ah ça c'est Milan maintenant, je connais là. Ouais. Avant il n'y avait pas les cheminées, je savais pas. Non mais ça c'est le château, le truc est San Antonio là. Bah oui. Au fond, ouais, je vois. Avec ces fameuses cheminées. Ouais. Et ils avaient un stade de foot là-bas. Bah là je peux peut-être. Ouais. Les arbres ils sont un peu transparents, c'est ça? Ouais, c'était un effet de style pour disons, donner plus d'importance au stand en couleur. Ah bah là en fait il y avait des transitions version animée. Bon, rien de spectaculaire, c'était plus un peu en fond en fait. Donc ça devait quand même rester discret les petites voitures. Mais t'as des changements de rythme, de vitesse et tout, le long des courbes aussi. Ouais. Pardon? Ouais, est-ce que c'est étudié ou c'est complètement le hasard? Non, c'était étudié, ouais. C'était c'était bizarre qu'ils prennent les virages à bloc. C'était un peu absurde, ouais. Alors là, c'est pas mal naturel. pour ce qui est de des cheminées, donc. Parce que placer toutes ces cheminées, il fallait forcément trouver une solution, sinon c'est le pétage de câble. Là, il y a un outil, je ne sais pas si vous avez utilisé le Asset Sketcher. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais parce qu'il faut dire qu'il y en a quand même des fois qui s'amusent à faire tout ça à la main. Hein. Ouais, alors c'est là il faut être flemmard, quoi. C'est là où tu as cette fameuse courbe. Oui, du exactement. geek, ouais. hein, c'est ça? On pourrait. Ah, mais je l'ai pas. J'aurais dû la ressortir. Ah, mais tu la mets sur internet et on la présente vite. Comme ça, c'est important. Ouais. Tu mets courbe du geek. Puis après, comme ça, tu comprends la différence entre avec Asset Sketcher et sans Asset Sketcher. J'essaie d'expliquer à ma prof ce que c'est que l'itération. Voilà, courbe du geek. Ouais, bah du tunnel, regarde courbe. En plein écran. Celle-là. Qui explique la différence entre un utilisateur lambda et un ingénieur informaticien. Ouais, donc voilà, does it manually. Alors moi, c'est où? À quel moment j'ai téléchargé Freestyle? Ah ben c'est là. Téléchargement de Freestyle. Ah ben c'est bon, c'est faux. C'est vrai plutôt. J'ai pas écrit de script, mais il a quand même fallu l'apprendre. Ouais, donc Asset Sketcher et au moment où tu le lances, paf. Bon, il faut quand même cliquer un peu. Donc la courbe, elle est un peu fausse pour toi. Elle devrait monter un tout petit peu. Mais quand même. Mais tu lattes quand même l'autre. J'ai quand même gagné. Parce que juste sur le départ. En gros, donc, on fait un groupe d'éléments, donc des cheminées, des lucarnes, tout un bordel. T'es sûr que ça va marcher ou bien? Bah, quand tu te lances dans un truc comme ça. On définit un. Oula, qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah ouais, c'est en train de pas marcher. Ouais, mais après, tu t'en fous si la cheminée elle dépasse un peu dedans. Ah ouais, c'est pas grave. Ouais, dans ce cas-là, tu peux pas dupliquer tes objets suivant la courbe que tu as créée pour. Ouais, mais tu peux définir pas mal de choses donc, quant à leur orientation. Ouais. Donc en gros, là, j'ai dit que cet objet était mon canevas de peinture. Il faut imaginer ça comme une sorte de pinceau. Bah, c'est un pinceau du reste. Tu l'as acheté ou tu l'as volé? Ah non, ça je l'ai acheté, ouais. Ah, d'accord. Sur GitHub. Ouais, je crois, ouais. Ouais, c'est le. Mais qu'on sache quel style d'artiste t'es vraiment, tu vois, c'est ça. Ah ouais, un artiste honnête. Donc pauvre. Ouais, ah ouais. Voilà, donc là j'ai mon groupe qui, je sais plus sur quel calque il est, je l'ai perdu. Ah non, ils doivent être là. C'est les petits éléments là au fond. En gros, il va chercher mes objets dans mon groupe aléatoirement. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à peindre. Bon, en l'occurrence, il faut.
Sinon, un système de particules. Ouais, en tout cas, elle est bien aléatoire. Ça, c'est... Bon, là, il faudrait faire encore 2-3 réglages. Mais non, elle n'est pas complètement aléatoire, elle est quand même. C'est aléatoire pondéré, on dit. Bah, ça peut être en fonction de la verticale absolue, ou de la normale, ou du coup de pinceau. Bah là, l'orientation. Il y a une orientation qui est basée sur le coup de pinceau. Ça, s'il y a un mec qui arrive à regarder la vidéo, il va se dire putain, la semaine passée, je me suis fait une forêt en entier. Arbre par arbre. Ah, ça t'apprendra à regarder mes vidéos. Mais en gros, je pense qu'il y a plein d'applications assez cool. Bah, déjà rien que... ouais, avec les particules, ouais, tu peux. Les ajouter... mais ça va bien avec le sol et tout, mais là, il me semble qu'il faut les placer quand même plus ou moins à la main. Parce que... Mais tu peux peindre le vertex weight. Tu peux peindre l'influence sur les vertex. Et puis ben, tu as les particules qui vont pousser que aux endroits où tu as peint. Et du coup, bon, tu le truc c'est que là tu as un pinceau, donc tu es en train de peindre. Puis là tu peins directement tes éléments, puis tu les effaces, c'est vraiment direct. Non, mais je dis, ça c'est 1000 fois mieux. Mais je dis, tu peux aussi le faire sans tout faire à la main, avec les particules. Ouais, si tu fais des environnements... Mais là c'est clair que c'est fun parce que tu poses vraiment à l'endroit que tu veux. Avec les particules, il y aura beaucoup d'aléations, pondérées quand même, mais beaucoup d'aléations. Voilà. Il faudra qu'on fasse tout un meet-up sur l'aléatoire pondéré. Je suis sûr qu'on trouve au moins une personne qui s'intéresse sur YouTube. Sur l'aléatoire pondéré. Ok. Ok. Non, ouais, je connais pas du tout. Bon, Blender, là, je commence à connaître un peu avec les C'est trop technique? Non, du tout. Non, il parlait d'aléatoire pondéré. On peut... Par contre, c'est très bien que tu aies sorti la courbe. Ah ouais, c'est important. Ça expliquait au moins une fois. C'est Thierry qui fait le projet, je vais lui demander il faut qu'il la sorte. Ouais, en plus, ça peut être un élément récurrent. Ouais, voilà. Celui qui sort pas sa courbe. C'est le cancre. C'est qui connaît pas son sujet. Bon, là, je crois qu'il y a un peu de monde qui parle en même temps. Silence de la... Ben, 1, 2, 3. Bah, je sais pas si... Pour l'animation des voitures, là j'avais utilisé une autre technique qui est un peu obscure. C'était j'ai animé cette propriété là. Passe animation. Puis du coup chaque voilà, chaque passe a sa courbe avec des justement qui freinent dans les courbes. Enfin la voiture en l'occurrence. En gros cette propriété veut dire que pour un pass donné, donc qui est chaque fois un circuit fermé dans ce cas-là, il le parcourt en 600 frames. Et puis après on anime cette propriété qu'on voit ici dans les courbes. Donc pour aller de 200 à 800, donc là on voit la durée de 600. J'ai tout fait dans des multiples de 300 pour pouvoir faire une boucle. Donc là en gros sur 600 frames, ma voiture fait le tour avec des accélérations et décélérations. Puis ça donne l'avantage de pouvoir... je crois que j'ai mis plusieurs voitures. Ouais, je pouvais faire facilement des copier-coller. En copiant la courbe, il y avait directement l'animation qui était copiée. J'avais plus qu'à la décaler. Du coup, j'ai une deuxième voiture qui vient 40 frames après. Par contre, tu sais jamais si elle freine à peu près dans un virage ou pas, quoi. Elle freine n'importe où. Parce que... Oui, parce que c'est sa position. En fonction. Ah oui. Ça, c'est sa position. Ouais. Lequel est sa position? Ouais, mais toi, tu as des courbes qui sont dans d'autres quartiers. Salut. T'as des courbes dans d'autres quartiers et tout, si elles suivent un peu les mêmes courbes. Ah, alors j'ai dû refaire l'animation de chaque courbe, ouais. Ah, carrément. Mais pas de chaque voiture, mais de chaque courbe, ouais. Mais bon, il n'y en a pas des masses. Il y a plein de voitures, mais il y en a beaucoup qui répètent la même courbe. Ah non, mais j'ai dû copier la courbe, ouais. Ouais, il y a quelques courbes. Pour animer les voitures, ouais, peut-être une journée. J'ai de la peine à dire maintenant, ouais. Ah, pas plus. Ça va. Bon, c'était assez rapide parce qu'une fois que j'avais mes courbes, je faisais les virages un peu. Bon, ce qui m'a pris quand même un peu de temps à la fin, c'était d'éviter les collisions. T'aurais mieux fait faire une simulation presque. Ah oui, mais d'un autre côté, avec une petite IA. Un vrai rond-point. Avec le moteur de jeu.
En plus, Ah ouais, tu fais punaise. passer, les voitures Ouais. D'un autre côté, il suffisait de décaler. Si je prends une courbe, j'ai plus Quand qu'à tu auras les décaler. voitures autonomes, ce sera comme Mac. Tu passeras à une portière de l'autre. Tu auras à chaque fois les boules en fait, comme un fou. Il me suffisait de décaler cette courbe et puis je décale la voiture dans le temps. Ah, yes. Puis par contre, je garde les accélérations. Bon, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais ça garde toutes les accélérations d'accélération au bon endroit dans la courbe. Mhm. Oui, vu que c'est une distance. Voilà. Tu recommences. Sinon. La voiture, elle est juste parentée à la courbe. Ouais, exactement. Ouais, c'est juste un parenting. Mais il y a 10 ans en arrière, Mercedes ils pensaient déjà à faire des espèces de taxis autonomes comme ça, sur des rails. Sauf que forcément, ils n'avaient pas les moyens. Bah, ça existe, ça s'appelle des trains. Ils l'ont fait. Bon, on a vu que ça pouvait poser des problèmes. Hein, ça. T'arrives en retard. Tu peux arriver en retard avec un train sans problème. Ah, j'avais découvert un autre truc dans ce projet. Bon, c'est peut-être tout simple. Moi, j'étais content d'avoir trouvé quand même. C'était de faire le OpenGL, un rendu d'animation OpenGL. Je sais pas si vous utilisez de temps en temps. Ouais. Ça permet de faire hyper rapidement un rendu de l'écran en fait. Enfin, Ouais, il est. la T'as le vue. raccourci aussi en bas de la fenêtre de vue. Voilà, ici. Par là Ouais. Ah ok, ouais. C'est voilà, la moi, même je- chose. J'avais découvert ça, j'étais content. Ouais, si tu dois pas faire une semaine de rendu pour voir le résultat, c'est pas mal aussi. Ok. Je sais pas si termine à quelle heure normalement. Moi, je sais pas, là, il y a. Je crois qu'on est tous un peu fatigués. Ouais, c'est un peu. Peut-être juste. Ah oui, celle-là, elle est vraiment cool. Là, j'avais travaillé sur. Là, c'était plus un système un peu visuel. J'ai travaillé au moins sur une grille, la grille Blender. Tu fais par accélération GPU? Non. Enfin, C'est pour ça que ça prend de temps. non, mais là, j'avais envoyé sur une ferme de rendu. Parce que c'est une méga image ou bien, c'est ça? Ça donne. C'était un truc déjà rendu avec accélération GPU. Tu vois, moi je vois en temps réel quasiment rendu. Ouais. J'ai une bonne carte. Ah ouais, voilà, ouais. Ouais, mais c'est vrai que Ouais, je fais pas tout le temps des rendus, donc c'est. t'es là. Ah ok, cool, ouais. Ouais, c'est bon. Ah. Tu le vois quoi. Mais Ouais. par contre, ça, C'est génial, c'est ça. une image qui était grosse en termes de résolution. C'est quoi? Quand tu. Ouais, c'était du 4K le final, ouais. 4000 à peu près. Puis après, entre le rendu que tu as et puis la retouche Photoshop que tu vas faire dessus, c'est quoi le pourcentage à peu près de travail? Tu sors évidemment pas un rendu que tu livres comme ça, tu vas encore peindre un peu, tu vas... Là c'était de l'animation, donc ah, c'était de non. l'anime. Non, mais là pour la maison? Ah ouais, alors là j'ai pas mal retouché, ouais. La Là, tu brume, retouches pas là, mal, je pense. tout ce qui me prend trop de temps a priori. Par exemple la neige, j'ai fait dans Photoshop. Bon, c'est possible avec des particules, mais je me disais que j'avais un rendu plus rapide dans Photoshop. Ouais. La brume aussi, les fumées, et puis c'est tout. Puis un petit, ouais, bien sûr une retouche de couleur. Voilà. Contraste, etc. Bon, ça peut être fait dans Blender, mais à titre personnel, je suis plus à l'aise dans Photoshop. Ben, toi, alors, après, en tant que graphiste, entre les travaux qui sont destinés à être imprimés, par exemple, tu vas jusqu'au processus d'impression, tu vas avec l'imprimeur, regarder un peu les tons, les trucs. Non, je suis pas, on va dire, je suis pas spécialisé là-dedans. Après, mais il n'y a pas de bon à tirer, tu suis pas le bon à tirer ou comme ça. Je sais que c'est Oui, tout ça un- m'arrive, tout mais un machin. disons, je veux dire, je suis pas à ce niveau-là, je suis pas le vrai graphiste qui va en impression. Hein. Ouais, parce que entre ce que toi tu dis, ok, alors ça c'est super, c'est magnifique, c'est ce que je voulais Ouais. faire, et puis le résultat imprimé qui sera un peu verdâtre. Ouais. C'est le jeune là. Ensuite, Ouais, mais justement, normalement, les artistes ils accompagnent jusqu'au Ouais, ça, bon ça, à c'est tirer. bon, ça. Ouais, t'as dit ouais, ok, ouais. départ ou pas départ. Mhm. Avec... C'est un monstre bordel parce qu'en fait c'est en RVB. Et puis tout ce qui est genre, c'est tout en RVB, mais dès que tu veux imprimer ça transforme déjà, ça Ouais. transforme complètement les couleurs. Bah, c'est pour ça qu'ils font des bons à tirer. Ils te Ouais. tirent plusieurs versions. Ouais, exactement, En fait, tu t'as l'as- plein de solutions. En fait, moi je viens de découvrir ce truc, j'aurais dû le savoir depuis bien longtemps, mais en fait, tu fais par exemple, tu fais une illustration, je sais pas, pour les animations, c'est pas ça, parce qu'en fait, c'est toujours, c'est jamais imprimé. Mais quand tu vas imprimer un truc, en fait, t'as même le temps de directement bosser complètement en CMYN dans Photoshop. Hein. Ouais, alors, Souvent, la bah, merde. c'est les deux, mais des fois, l'imprimeur, il préfère que tu lui donnes du RGB. Ah bah alors ça c'est la merde parce que moi j'ai testé moi-même parce que tu peux essayer de retrouver tes couleurs que tu as fait de ton RGB en CMYN
c'est jamais aussi bon que ceux qui travaillent directement en CMJN. Pourquoi l'imprimerie Tu n'arrives jamais à faire exactement. Ouais, mais il y a un problème, c'est que ton CMJN à l'écran, il est quand même affiché en RVB, parce que c'est. Ouais, mais ton écran, c'est des canaux de lumière. Ouais, mais les couleurs, moi j'ai fait le test, j'ai une imprimante et tout. Moi j'ai testé, en fait, j'étais là, en fait, au début, je savais pas le truc, donc je faisais mon truc en RVB. Je l'imprimais, j'ai une imprimante assez de qualité, quoi. Moi j'avais des couleurs, c'était pas du tout ce que je voulais. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu mets, tu peux dans Krita, tu peux mettez votre truc en CMGN, mettez votre espace de travail en CMGN. Ah ouais, mais c'est exactement les couleurs que j'avais quand ça imprimait sur mon truc. Donc en fait, c'est exact. Il n'y a pas tellement de différence. Tu bosses directement en CMGN, dans Krita, tu mets espace de travail en CMGN. Bah, c'est exactement ce que tu auras quand tu imprimes en gros. Tu n'as rien à faire, tu n'as même pas besoin de retoucher. C'est vachement mieux quand tu fais une peinture parce qu'autrement, quand tu prends un truc en RVB et que tu veux le foutre en CMGN, en fait ça peut pas fonctionner parce que comment ça marche. En fait, quand tu imprimes en CMGN, en fait il n'y a même pas de blanc. Le blanc c'est le blanc de ton papier quoi. Parce qu'en RVB c'est complètement différent. Par contre, ton écran tu dois le pieuvrer de temps en temps, au moins une fois toutes les 2 semaines. Sur ton ordi en fait. Parce que sinon t'es jamais sûr. Ah ouais. Mais d'ailleurs, à part ça, il manque une toute petite étape dans le process à laquelle j'avais réfléchi. Je trouve quand même dommage, c'est pour les imprimeurs professionnels que tu aies une pieuvre en conjonction avec un scan dans l'imprimante. Et en fait, elle te sort une page de test, elle regarde que les couleurs correspondent à l'écran. Et c'est théoriquement l'imprimante qui devrait s'adapter, parce que toi, ce que tu as à l'écran, c'est ce que tu as voulu au final. Je comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y ait pas encore des modèles d'imprimante qui fassent une page test de scan pour faire correspondre les couleurs à ce que tu vois à l'écran. Ce qui fait que comme ça, tu corresponds à ce que l'artiste voulait. Non mais tu sais quoi, fait un truc. Pardon? Elle fait ça, elle adapte le profil d'impression. Ok. Ouais, mais il y a un truc qu'il faut savoir. Ah bah c'est cool ça. Les couleurs que tu as en RVB, elles sont impossibles à faire en CMJN. Ouais, ok. Par exemple, moi j'ai vu ça avec des bleus, tu as des bleus qui sont hyper pétants. En CMJN, tu peux pas les faire, c'est impossible. C'est une technologie qui est complètement différente. Tu as beaucoup plus de couleurs sur ton écran en fait. Donc c'est ça le pire, c'est comment remplacer des couleurs que tu as sur ton écran qui sont impossibles à imprimer. De toute façon, le papier ça va disparaître. C'est ça la merde. Directement. Il n'y aura plus que des images sur le web. Ça te supprime toutes les sur les téléphones portables. Impossible à imprimer, quoi. Du coup, quand tu imprimes, tu as vraiment les couleurs que tu as sur Il me semble qu'il y a Photoshop qui fait ça justement. Il y a une liste de couleurs qui sont en version encre et version image. Et version écran, tu peux les imprimer. T'as oublié les pantones aussi. Les couleurs métallisées et les vernis sélectifs. Hein? Non, je suis juste. Moi j'ai gardé un vieil écran, je mate une image sur un écran, puis je la change l'écran, j'ai aussi des couleurs complètement. Ouais, mais c'est ça, c'est ton profil écran qui est vachement important aussi. Ouais, c'est la galère. Mais c'est pour ça que des fois, tu as des imprimeurs, ils préfèrent un RVB un peu, avec un profil standard, puis ils se démerdent pour faire l'impression la plus proche. Est-ce qu'on passe un peu à des questions et tout, comme ça on reste un peu dans... Parce que toi tu as commencé à... T'avais encore des... Non, ça peut être infini. Hein. Ouais, attends. Est-ce que tu utilises dans Blender par exemple l'add-on ou le plugin qui permet de rendre l'image en haute résolution? Ça s'appelle Blender to Print ou je sais pas trop quoi. Parce que ça permet justement de calculer ton image, de traduire de pixels en centimètres et millimètres avec des presets du style A4 et j'en passe. À bientôt. Mais donc toi tu calcules à chaque fois un petit peu la résolution que tu veux en fonction comment on dit en pixels par pouce. Ouais, voilà. Pour l'impression. Tu fais la conversion manuellement, tu ouvres Photoshop, tu regardes la dimension que ça donne à la fin et puis la fin le nombre de pixels. Je crois que tout le monde le fait, mais c'est vrai que c'est un plugin qui c'est dedans. Qui calcule direct, qui fait la conversion. Que tu dois installer. Il est de base dans le programme. Donc dedans tu mets quoi? Tu donnes la résolution voulue en pixels par pouce, puis il te sort la dimension finale du rendu? Oui. Voilà, c'est ça. Ok. Il y a des questions peut-être? Questions si quelqu'un voulait poser une question. Attends alors. Vas-y, parle. En fait, ton rendu, quand tu fais de la 3D puis tu vas le faire en illustre, tu changes pas trop ton rendu. Tu te dis en 3D, mais tu modifies pas des masses. Il y a quand même du travail en général, ouais. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si tu fais une image en 3D, tu as envie que ça fasse dessin, ça fait pas un effet dessin, quoi. Ça fera toujours un rendu 3D.
Je sais pas si tu... Parce que toi, l'image que tu nous as montrée, elle faisait... Ouais, ça aurait presque pu être un dessin, la première, les paysages. Ah, tu dis avec les champs là. C'est pas de la 3D. C'est pas de la 3D, mais si, c'est de la 3D pure en fait, sauf que c'est un peu... Mais après, il retouche un petit peu en illustratif, quoi. Bah là, bah là, je pense que les fenêtres, bon, j'aurais pu les mettre en 3D. Tu crées la vie, quoi. Mais bon, tu dois pas faire de... Tu fais peu de reflets, t'enlèves tout ce qui est reflet. Ouais, exactement. Là, en effet, c'est que il y avait même pas de couleur, de spécular, ouais. Ou peut-être sur les rochers un tout petit peu. Puis là, j'ai mis une texture, c'est un scan d'un vieux papier en incrustation. Et du coup, ça donne cette texture un peu plus, plus papier en fait. Peut-être pas dessin, mais papier, ouais. Papier, des éléments physiques. Voilà. Sur de la 3D en fait. Ouais. Okay. Ça, tu sens qu'il y a une différence qui est perçue par ton client. Ils ont tendance à voir des détails ou c'est vraiment après une autosatisfaction Bah, je pense que ça se ressent, puisqu'ils vont pas se dire ah tiens, il y a du papier, mais ça se ressent dans le résultat. Il est bizarre, votre truc, il est sale. Ah, sale, bah, ça veut dire que alors là, j'ai mis trop de papier. Non, parce que moi, je te la fais quand même. On a eu passé des fois à setuper et tout, et en plus, sur certains moteurs de rendu, ça réclame encore plus de ressources de faire du flou. Ouais. Puis le mec à la fin il te fait elle est floue l'image. Et tu te dis mais attends c'est voulu, c'est complexe à faire ça, on s'est donné de la peine, ça nous a pris des semaines à rendre. Et il y en a qui fait ouais mais il est flou. Oui mais c'est un effet artistique de profondeur de champ, enfin tu sais comme dans les vrais appareils photo monsieur. Et le mec là tu cherches tous les arguments pour pas devoir recommencer. Je crois qu'elle est floue l'image. Bon d'accord, alors on va la faire nette ton image mon gars. Alors du coup on n'a plus jamais fait de flou je crois dans aucun projet. Tu fais en post après comme ça tu peux... Ouais. Alors là je me demandais s'il avait pas dit que c'était un peu sale. Alors bah là en l'occurrence il n'y avait pas de client alors ça tombe bien. Ah bon. Tu t'es pas dit mais toi tu t'es pas dit que c'était sale. Non mais j'aime bien un peu de poussière ou de... Ouais mais c'est un peu sale hein, quand même. Un peu de terre. Puis bon, par contre elle est pas floue. Bah, là il y a une tache ouais. Il y a une tache de café. Bah c'est le risque hein, avec Blender ouais. T'enlever tous les reflets. Ouais. Ça c'est ça qui donne 3D, c'était pas 3D, c'est ça. Ouais alors c'est sûr si tu prends le matériau de base avec le spécular, ça fait très 3D quoi. Bon on a moins, il y a moins ce risque maintenant avec je trouve les moteurs de rendu comme Cycles ou enfin tout. On a tout de suite je trouve un rendu quand même moins 3D années 90. Faut quand même un peu faire le réglage. Ça met de la densité avec les rebonds de lumière et tout. Ouais, il y a voilà, tout un environnement de densité qui vient se rajouter quoi par-dessus. Ouais. Sur ZBrush, tu peux faire pas mal, ça fait plus dessin. Ok. T'as des outils qui sont pas mal, t'as des outils avec des filtres dedans. Ouais. Tu peux faire très dessin en fait. À la base, il est déjà moins réaliste leur moteur de. Avec des pré-réglages déjà bien définis. Une espèce de filtre quoi, tu peux te faire. Ouais. Tu peux aller assez loin, je trouve que c'est assez facile. Ah. Tu fais déjà à la base assez dessin, le moteur de rendu c'est un vieux moteur de rendu de ZBrush. Bravo, je crois qu'on peut applaudir. Hein. Merci. Ouais, merci. Merci à vous pour votre intérêt. 21h45. Ah mais c'est un peu plus qu'1 heure. 1h30. Ah ok ouais.